Le secteur des Cruzières, à l'extrême sud-ouest de l'Ardèche, comporte une concentration exceptionnelle de vestiges réputés néolithiques. Pas moins de 60 dolmens parsèment le voisinage de la municipalité de Saint-André de Cruzières, parmi une foule d'autres témoignages d'une occupation aussi dense que prolongée. Un chemin balisé mène de Saint-André à un artefact connu sous le nom de Pierre du Sacrifice qui, en effet, comporterait les marques d'un tel usage, en l'occurrence des rigoles que d'aucuns croient destinées au drainage du sang. Cependant, rien ne permet d'affirmer qu'il s'agit d'autre chose que de roches empilées creusées par l'érosion. Plus déconcertant et même proprement mystérieux, un petit complexe fortifié se cache au bout du chemin tortueux, aux abords de la combe de la Justarelle. Cette dernière, sèche la plupart du temps, servait jadis de voie d'accès principale aux promeneurs et de point d'eau aux riverains d'une autre époque. Elle est aujourd'hui envahie par les ronces, tandis que le site tombe désormais dans l'oubli. Des fouilles ont eu lieu dans le secteur dans les années 70, mais on ne trouve nulle part mention de ce site en particulier, pourtant si singulier. Pas même au musée le plus proche, celui de la Veine d'Orniac, où est exposée une partie du fruit des fouilles locales. D'entrée, le site de la Justarelle se démarque de ceux du voisinage. C'est le rempart qui frappe l'observateur au prime abord. Pour commencer, tandis que les autres ensembles de ruines des environs sont eux aussi entourés de murs, ceci ne dénote pas le caractère martial d'authentiques fortifications qui se dégagent de celui-ci. Secondo, sa forme s'avère en elle-même inhabituelle avec sa section en ogive que je n'ai pour ma part jamais observée ailleurs. Mais sa singularité la plus remarquable réside dans les meurtrières encastrées dans le mur d'enceinte. Il en subsiste deux dans ce qui reste des remparts, c'est-à-dire la section nord. On est frappé d'emblée du contraste de leur facture fruste avec le degré d'avancement stratégique ayant présidé à leur conception. Mais un examen rapproché révèle un détail stupéfiant, leur dimension. Je suis à présent assis dans la meurtrière et comme vous pouvez le voir, elle est juste assez haute pour ça. Derrière moi se trouve la meurtrière en tant que telle, c'est-à-dire le trou à travers lequel ils montaient la garde. Alors s'ils avaient dû rester assis là toute la journée et se tordre le cou à 180 degrés pour scruter les environs à travers le trou, pour commencer, l'angle de vision est vraiment très étroit. En fait, on ne voit quasiment rien. Et pour moi, la seule façon de monter la garde dans une meurtrière, c'est de s'y tenir debout. Alors, l'ouverture ici mesure à peu près 1,20 m de haut, c'est-à-dire grosso modo 4 pieds. Sans inclure cette pierre plate qui pourrait peut-être avoir été rajoutée plus tard. Mais elle semble bien pratique pour aplanir le plancher, alors je pense qu'elle est d'origine. Quoi qu'il en soit, comment aurait-on pu décocher une flèche à travers cette ouverture? La meurtrière jouxte le plafond, il n'y a pas la place pour un arc. Et même s'ils avaient eu des arbalètes, même une arbalète ne tient pas là-dedans. Alors que lançaient-ils à leurs assaillants? Des insultes? Ils leur crachaient dessus? Il n'y a même pas la place là-dedans de lever le bras pour leur lancer des pierres. Peut-être avaient-ils des lance-pierres? Peut-être volaient-ils les élastiques des culottes de leurs femmes pour faire des lance-pierres? Est-ce qu'il y avait des élastiques à l'époque? Est-ce que les femmes portaient des culottes? La vérité, c'est ce qu'il reste quand toutes les autres possibilités ont été écartées, n'est-ce pas? Et mon sentiment profond, c'est que la mission du garde consistait à avertir la communauté dans le cas de l'imminence d'un danger, et alors tout le monde courait rejoindre un abri. Il ne nous reste plus qu'à aller chercher ces abris, ou ce qu'il en reste. L'unique bâtiment hors sol du complexe présente les mêmes caractéristiques à la fois éloquentes et mystérieuses. Mais il semble même que la maisonnette représente le seul bâtiment jamais édifié hors sol sur le site, mais j'y reviendrai. Il consiste en une maisonnette de 2 mètres par 2 mètres, 6 pieds 6 pouces par 6 pieds 6 pouces, construite en moellons équarris soigneusement assemblés sans mortier.
À en juger par les aspérités de leur surface, il semble qu'on s'est servi d'un marteau et peut-être même d'un burin pour rectifier les pierres. J'ai découvert un lingot de fer sur un escalier à une dizaine de mètres de là, alors il se pourrait bien que des outils aient été forgés ici. Mais j'ai aussi découvert une bouteille de bière dans le coin. Intéressante relique. Alors toute trouvaille non confortée par, disons, la stratigraphie doit être considérée avec circonspection. L'unique ouverture est chapeautée par un linteau rectangulaire et la rase est conformée pour accueillir une toiture inclinée depuis longtemps disparue. Le mur à la base du toit est incliné vers l'intérieur, ce qui indique d'excellentes compétences en matière de construction. Le fruit sert à contrecarrer une lourde charge latérale, probablement celle d'un toit de lauze très pesant. Celles-ci auront été récupérées et réutilisées ailleurs. Les lauzes sont un bien précieux pour les constructeurs de toute époque. Au prime abord, ces techniques élaborées contrastent avec l'apparence archaïque des remparts. Mais les dimensions s'avèrent conformes à celles des meurtrières. La hauteur avoisine 1,50 m, tandis que la hauteur sous linteau de l'ouverture mesure 1,20 m. La maison étant construite sur la roche-mère nue, aucun ajout de terre n'a élevé le niveau du sol. Le soin apporté à l'appareillage montre qu'il s'agit d'une construction noble et non d'une simple cabane de berger offrant un abri sommaire pour les nuits. Si ces bâtisseurs ont consacré autant de temps et d'efforts à soigner la réalisation de cet édifice, comment douter qu'ils auront pris soin de la doter de dimensions adaptées à leur taille? Et ce n'est pas comme s'ils avaient manqué de matériaux. Un autre détail intéressant de cette petite construction, c'est qu'il n'y a aucune trace dans la maçonnerie de ferrure, gonds ou serrure. Alors pourquoi aurait-il construit une petite maison aussi solide sans l'équiper d'une porte? Quelle qu'ait pu être la fonction d'un unique tel bâtiment, quelles qu'aient été les motivations de ces constructeurs pour la doter d'une telle solidité, il n'en reste pas moins inadéquat à accueillir toute la communauté en cas d'alerte. Alors il nous reste encore à trouver où il se cachait. Je me tiens maintenant dans le dolmen effondré qui se trouve à 1 mètre de la portion nord du rempart. Non pas que je pense qu'il ait eu quoi que ce soit à voir avec le site. Je pense que les dolmens sont bien antérieurs à la construction du site. Voyez-vous, les constructions mégalithiques datent d'une époque où les gens possédaient une technologie qui permettait de soulever, transporter et empiler des pierres de plusieurs tonnes comme celle-ci. Cette technologie s'est perdue avec le temps. Et il est évidemment bien plus avantageux de recourir à cette technologie, si on la possède, que d'assembler des murs avec des pierres qui peuvent être portées par un homme seul. Et si j'ai une certitude à propos des dolmens, c'est que ce n'étaient pas des tombes. On nous a répété ad nauseam que c'était des sépultures, mais il se trouve que ce n'est pas le cas. Je vais consacrer toute une vidéo à ce sujet. Je suis tombé sur des sources qui démontrent sans l'ombre d'un doute que c'était tout sauf ça. Ce qui est frappant au sujet de celui-ci, ici encore, ce sont ses dimensions. Quiconque aurait gît là-dedans, mort ou vif, n'aurait pas excédé le mètre de haut. Parce que le plan de ce dolmen mesure 1 mètre dans les deux sens. Il semble que la présence du petit peuple remonte à des temps anciens. À l'exception d'un réduit affichant 1 mètre sous toiture, dans un coin du rempart, voilà tout ce qui demeure du bâti hors sol. Même s'il faut signaler la présence d'un escalier gravissant une pente douce qui aurait été praticable sans le recours à cet artefact et qui, de ce fait, révèle un niveau de sophistication urbanistique inattendu. Des murets de soutènement encadrant des graves forment des terrasses dont rien ne dit si elles servaient de plancher à des habitations. Nous y reviendrons. Alors, où se cachaient les petits hommes en cas d'alerte? Un attribut majeur du site mérite quant à lui qu'on s'y attaque. Le site a été choisi soigneusement par ses bâtisseurs selon plusieurs critères, parmi lesquels, sans doute, la proximité du ruisseau de la Justarelle et l'abondance de matériaux de construction.
Mais une caractéristique étonnante du terrain inclus dans les fortifications et qui couvre plus de la moitié de sa surface réside dans un lapias spectaculaire. Un type de formation rocheuse résultant du creusement de la roche-mère calcaire par l'acide carbonique des eaux de pluie. Les stries ainsi creusées mesurent ici plus d'1,50 m de profondeur et nombre de ces galeries naturelles sont assez larges pour permettre le passage de personnes de taille réduite. Le fait le plus frappant à leur égard n'est pas leur aspect spectaculaire, mais c'est qu'une telle étendue en ait été incluse dans l'enceinte. L'érection du mur d'enceinte a sans nul doute représenté un labeur intense et prolongé, et ceux autour de quoi il s'est déployé devaient revêtir une importance proportionnée à l'ampleur de l'entreprise. Les enjambées donnent une bonne idée de l'inconvénient et du danger qu'elles représentent. Alors, il fallait avoir une bonne raison de se les approprier. Et en effet, un tel réseau de galeries pourrait bien avoir servi de refuge contre les assaillants dont la stature ne permettait pas d'y pénétrer. Ceci pourrait expliquer pourquoi les meurtrières ne se prêtent pas à l'usage d'une arme. Les usagers pouvaient avoir opté pour une stratégie non offensive face à un ennemi invincible. C'est la stratégie de la marmotte. En cas de danger, la sentinelle lance un signal et tout le monde disparaît sous terre. Il lui suffit aux petits hommes de couvrir les galeries de dalles de pierre. Et de fait, certaines de celles-ci sont encore en place. Et bien sûr, elles étaient couvertes de dalles de pierre, probablement cachées sous une couche de gravier. Les assaillants, à supposer qu'ils étaient de taille normale, auraient été trop grands pour poursuivre les petits nains à l'intérieur de la galerie. Plus loin, des murs de pierre couverts de dalles s'enfonçant dans le sol semblent corroborer cette théorie. Est-ce qu'on ne dirait pas l'entrée d'un tunnel qui aurait été rebouché? Une dalle de pierre, 2, 3, 4, et puis les suivantes disparaissent sous une couche de gravier. On dirait que toute cette zone a été recouverte de gravier pour dissimuler une chambre souterraine. Alors, les autres graves entourées de murs cachent-elles aussi des souterrains? On n'en saura rien tant qu'une excavation légale ne les aura pas mises au jour. Une dizaine de kilomètres à l'ouest de ces mystérieux vestiges, à l'aplomb de la vallée Lagagnère, se dresse, dans le secret de la futaie, un ensemble de ruines que d'aucuns connaissent sous le nom de château de Castillon. Toutes les sources que j'ai trouvées à propos de cette construction le présentent comme le château de Castillon, impliquant qu'il s'agit d'un seul et unique bâtiment. Pourtant, il y a des indices qui montrent qu'il s'agit en fait d'une tour sarrasine construite sur les ruines d'un château plus ancien. Pour s'en assurer, il n'est que de comparer les pierres avec lesquelles les bâtiments respectifs ont été construits. D'un côté, ce sont des moellons bruts, alors que les pierres qui ont servi à construire le château lui-même semblent avoir été équarries à l'aide d'outils, comme on peut en juger d'après les aspérités de la surface. Exactement comme les pierres de la petite maison de la Justarelle en passant. Mais ce qui, au premier chef, a retenu mon attention, c'est l'étage inférieur de la partie la plus ancienne de la construction. Meurtrière, fenêtres cintrées, portes d'accès, toutes sans exception mesurant moins d'1 mètre de haut. Ceci est la seule ouverture de forme rectangulaire dans toute la construction, ou ce qu'il en reste, tandis que toutes les autres ouvertures sont cintrées. Et elle a été condamnée en se servant des mêmes pierres qui ont servi à la construction de la tour. Alors, à mon avis, c'était l'entrée principale du fort, particulièrement parce qu'elle fait face au chemin d'accès, celui par lequel je suis arrivé, qui se trouve être le seul. Il y a des pentes abruptes sur tous les autres côtés. Et comme vous pouvez le voir, elle fait à peu près 1 mètre de haut. Même pas ça, peut-être 90 cm de haut. Moins de 3 pieds. Toutes les autres ouvertures dans la construction sont cintrées comme ceci, et pas plus hautes que ça. Et on trouve les mêmes à l'étage supérieur, sur le mur d'en face.
Ce qui semble confirmer que l'ouverture rectangulaire était l'entrée principale, surtout compte tenu du fait que c'était la seule ouverture rectangulaire. Il y a une brèche dans le mur et on peut voir au travers un remblai de pierre. En effet, après qu'ils aient obstrué les ouvertures au rez-de-chaussée, ils ont comblé avec des pierres l'espace entre la façade et la base de la tour jusqu'au fait du mur. J'ai trouvé les pierres plates qui composaient le dallage. Et le niveau du sol se trouvait, disons, 15 cm sous celui du seuil de cette ouverture. Et regardez ces encastrements. Il y en a toute une série qui court le long du mur, ce qui indique qu'il s'agit des logements pour les abouts des poutres qui soutenaient les solives sur lesquelles était posé le plancher de l'étage supérieur. Alors, le sommet des orifices nous donne la hauteur du plafond. Ça, c'est une authentique archère, une meurtrière pour archer. Et l'archer devait se tenir debout à l'intérieur pour pouvoir tirer des flèches à travers cette fente étroite à l'extrémité. Parce que s'il s'était tenu devant, son angle de tir, particulièrement vers le bas, aurait été très très réduit. Je n'ai pas eu à chercher très loin un élément de comparaison. Il y a une meurtrière comme celle-ci dans la tour Sarrazine, et la différence avec celle-ci, c'est que « 1,50 m. Alors ces Sarrasins n'étaient pas beaucoup plus grands que les petits nains, mais quand même. Les ouvertures cintrées du niveau supérieur sont elles aussi murées. Mais la condamnation a été réalisée ici avec les mêmes pierres que celles qui ont servi à la construction, et en gommant l'arcature en façade, de sorte qu'elles sont invisibles de l'extérieur. Néanmoins, les obstructions se résument à un parement extérieur complété par des lauses apposées verticalement côté intérieur. Ceci suggère que ces condamnations n'étaient pas définitives, mais destinées à disparaître une fois une menace dissipée. Elles ne l'ont jamais été. À supposer que les survivants de l'assaut de leur château aient pris la fuite en direction des collines derrière moi, ce qui paraît indiquer, ce faisant, ils se seraient dirigés plein est, et donc droit sur la Justarelle, qui n'est qu'à 4 heures de marche. Disons 6 pour eux, compte tenu de leur taille. Alors, les rescapés de Castillon sont-ils les fondateurs de la Justarelle? Ceci pourrait expliquer le caractère chiche des installations si on les compare au château. L'absence de mortier, par exemple. Et aussi le revirement stratégique d'une tactique consistant à tenir tête à des envahisseurs invincibles, à une autre consistant à se terrer dans des galeries. Alors, avons-nous affaire à l'ancien habitat d'une communauté de petits êtres? En tout cas, c'est ce que les indices suggèrent fortement. Mais dans quelle mesure était-il inhabituel pour, disons, des représentants du néolithique, ou du Moyen-Âge, enfin avant quoi, de mesurer moins d'1 mètre? Il me fallait donc déterrer des infos concluantes. Surprise, il en ressort que la taille moyenne des individus de sexe masculin n'a jamais été inférieure à 1,65 m depuis le Paléolithique. Et toc, le folklore et la mythologie sont peuplés de petits êtres se cachant au fond des bois. Des légendes, dites-vous? Je pense qu'elles comportent un fond de vérité. Ce qui leur confère un caractère irréel, ce sont les distorsions introduites par le galvaudage de la tradition orale et la dérision des bien-pensants. C'est en tout cas ma conviction. Il semble que l'histoire académique n'ait été coupée ni à la taille des nains, ni à celle des géants.